Avril 1945. Le Troisième Reich agonisait. Dans le chaos de l'effondrement final de l'Allemagne, des milliers de femmes en uniforme auxiliaire de la Wehrmacht se retrouvèrent prises au piège entre des armées ennemies qui avancèrent de toutes parts. Parmi elles, 3 jeunes femmes dont l'existence allait basculer d'une manière qu'elles étaient incapables d'imaginer. Helga Schneider avait 22 ans. Elle venait de Hambourg, une ville réduite à un champ de ruines par les bombardements alliés. Depuis 2 ans, elle servait comme auxiliaire aux transmissions. Elle manipulait des postes radio, transmettait des messages entre unités. Ses doigts étaient durcis par le martèlement incessant des clés morses. Ses yeux brûlaient d'avoir passé des nuits entières à déchiffrer des codes à la lueur vacillante de bougies. 3 semaines plus tôt à peine, leur officier avait réuni toutes les femmes de son unité dans une cave glaciale. Une à une, il leur avait tendu une petite capsule de verre. À l'intérieur, du cyanure. Si les Canadiens vous prennent, utilisez-la. La mort vaut mieux que ce qu'ils vous feront. Sa voix tremblait. Helga avait cousu la capsule dans l'ourlet de son manteau. Désormais, elle la touchait presque chaque jour, chaque fois que la peur montait, c'est-à-dire constamment. L'officier leur avait raconté des histoires. Il décrivait les soldats canadiens comme des brutes, des tortionnaires. Il affirmait qu'ils battaient à les prisonnières, les affamaient, les envoyaient travailler dans des mines jusqu'à l'épuisement et la mort. Helga l'avait cru. Elle n'avait aucune raison de douter. Depuis toujours, on lui avait appris que l'ennemi était cruel, inhumain, barbare. Margaret Fisher avait 35 ans, bien plus âgée que la plupart des autres femmes. Avant la guerre, elle avait été infirmière pendant 8 ans. Elle venait de Munich et ses yeux doux portaient la trace de trop de souffrances vues. Dans les derniers mois du conflit, elle avait soigné sans relâche des soldats blessés revenus du front. Certains murmuraient des choses terribles quand ils pensaient qu'elle n'écoutait pas ce qui s'était passé à l'Est, les ordres qu'ils avaient exécutés. Ils parlaient aussi des Alliés. Selon eux, les Américains et les Britanniques ne faisaient pas de prisonniers. L'un affirmait avoir vu des Canadiens fusiller des captifs. Margaret ne savait plus que croire. Une chose, en revanche, était certaine. Elle avait peur. Quand elle apprit que les forces alliées approchaient, son ventre se noua. Elle prépara un petit sac avec des bandages et quelques médicaments, persuadée qu'elle en aurait peut-être besoin pour se soigner elle-même si elle était blessée. Elle n'imaginait pas encore à quel autre usage ces objets pourraient servir. Annelies Hoffmann n'avait que 19 ans. C'était la plus jeune des 3. Elle avait grandi dans une ferme de Prusse orientale, là-bas à l'est, où l'armée rouge avançait comme une marée dévastatrice. Sa famille l'avait envoyée vers l'ouest pour travailler comme employée dans un bureau militaire, espérant qu'elle y serait en sécurité. Elle n'avait jamais voulu de cette guerre. Elle rêvait seulement de rentrer chez elle, d'aider sa mère à la cuisine, de nourrir les poules, comme autrefois. Mais ce « chez elle » n'existait plus. La Prusse orientale était tombée. Annelies avait entendu les récits sur le sort des femmes allemandes quand les troupes soviétiques arrivaient. Comme des milliers d'autres, elle avait fui vers l'ouest, décidée à se rendre aux Britanniques ou aux Américains. On appelait cela « choisir le moindre mal ». Elle avait cousu ses rares objets précieux dans la doublure de son manteau. Une bague en argent de sa grand-mère, une petite photo de ses parents, 20 Reichsmark sans doute devenus inutiles. Elle était persuadée que les soldats ennemis la fouilleraient, lui prendraient tout, peut-être la frapperaient pour avoir caché quelque chose. C'est ce qu'on lui avait toujours dit. Le 28 avril 1945, toutes les 3 se tinrent ensemble près de Brême, les mains levées au-dessus de la tête. Des soldats britanniques et canadiens traversaient leur position, criant en anglais et en allemand approximatifs pour ordonner la reddition. Helga compta 127 femmes de son unité qui se rendirent ce jour-là. Elle attendit les coups de feu, elle attendit les cris, elle attendit la violence qu'on leur avait promise. Rien ne vint. Un sergent britannique s'approcha. Il était jeune, peut-être 25 ans, les bottes couvertes de boue, le regard épuisé. Il dit en allemand une phrase qu'Helga n'oublierait jamais. « Pour vous, la guerre est finie. Vous êtes en sécurité maintenant. » En sécurité. Le mot tournait dans sa tête comme un objet étrange, inconnu. En sécurité, c'était ce qu'on disait des prisonniers ennemis. Rien dans son instruction, rien dans les films de propagande ou les discours n'avait jamais évoqué cette possibilité. Personne ne les frappa. Personne ne cria. On leur demanda simplement de rassembler leurs affaires et de se préparer à partir. Margaret vit un soldat canadien aider une femme âgée à descendre d'un camion, ses genoux raidis par l'arthrite. Annelies aperçut des gardes distribuer de l'eau dans des gourdes.
De l'eau claire, propre, pas celle qu'on puisait dans des flaques. Les 3 femmes échangèrent des regards déconcertés. Où étaient les salles de torture? Où était la cruauté? Où était la haine? Elles restèrent là, dans l'air de ce printemps encore chargé d'odeurs de fumée, face à un avenir terrifiant parce qu'il était inconnu. Tout ce qu'on leur avait appris disait une chose. Tout ce qu'elles voyaient en disait une autre. On allait les emmener quelque part, dans un camp, une prison. Là, pensait-elle, la vérité apparaîtrait. Que se passerait-il ensuite? Cette douceur durerait-elle, ou n'était-ce qu'un calme trompeur avant l'horreur? Elle l'ignorait, elle ne pouvait en pas savoir. Il ne leur restait qu'à avancer, chargés de peur, de confusion, et de ce petit mot incompréhensible, sécurité. La première fissure dans leur certitude apparut quelques heures plus tard. On les fit monter dans des camions de l'armée britannique, pas dans les wagons à bestiaux qu'elles avaient imaginés. Elga remarqua les bâches tendues au-dessus des plateaux, les protégeant d'une pluie fine qui venait de commencer. Elle toucha le tissu épais, surprise qu'il ne soit ni déchiré, ni troué. Ces camions étaient faits pour garder les soldats au sec, à l'abri. Pourquoi l'ennemi gaspillerait-il cela pour des prisonnières? Les gardes ne levèrent jamais la main sur elle, même lorsqu'une fille de 17 ans, prise de panique, se mit à hurler et à pleurer. Le caporal britannique se contenta de lui parler d'une voix douce. Elle ne comprenait pas ses mots, mais elle en comprenait le ton. Il n'y avait aucune dureté, aucune menace, seulement un calme rassurant, comme s'il s'adressait à un enfant effrayé et non à une soldate ennemie. Elga attendait toujours que la violence éclate. Sa main restait proche de la capsule cousue dans l'ourlet de son manteau, prête à s'en servir si tout basculait. Mais rien ne bascula. Le convoi de camions s'ébranla lentement sur des routes défoncées en direction de la côte. Le trajet ne faisait qu'une 80aine de kilomètres, mais il dura près de 6 heures. Trop de ponts avaient été détruits. À chaque arrêt, quelque chose d'inattendu se produisait. Les gardes leur donnèrent de l'eau, de la vraie eau, fraîche claire dans des gourdes en métal, pas l'eau boueuse qu'on puisait dans des fossés ou des mares. Un soldat offrit même une cigarette à Margaret en voyant ses mains trembler. Elle ne fumait pas, mais le geste la troubla profondément. Pourquoi un ennemi partagerait-il quoi que ce soit avec une prisonnière? Lors d'une halte, Annelise observa un soldat canadien aider une vieille femme à descendre du plateau d'un camion. Ses genoux s'étaient raidis après des heures assises. Il lui prit le bras avec précaution, la guida lentement, marche après marche pour qu'elle ne tombe pas. Annelise avait vu des soldats allemands frapper des prisonniers trop lents. Elle avait vu cela sans rien dire, persuadée que c'était normal. Mais cet homme traitait une ennemie âgée comme il l'aurait fait pour sa propre grand-mère. Cela n'avait aucun sens. Au port, un spectacle les cloua sur place. Des montagnes de colis de la Croix-Rouge étaient chargées à bord d'un navire de transport. Les caisses blanches, marquées de grandes croix rouges, s'élevaient à près de 4 mètres de haut, presque jusqu'au pont. Annelise murmura à Elga que tout cela devait être mis en scène pour elle. Peut-être des caméras cachées, un décor destiné à tromper le monde. Mais il n'y avait ni caméra, ni discours, ni officier donnant des ordres théâtraux. Seulement des ouvriers qui chargèrent les caisses avec une efficacité tranquille, comme s'il s'agissait d'un travail quotidien. Les colis étaient bien réels. Elle voyait pas les symboles peints sur le bois. Elle savait ce qu'il y avait dedans, de la nourriture, des médicaments, des couvertures, plus de ressources que la plupart des villes allemandes n'en avaient vu depuis des années. La traversée du port allemand vers l'Angleterre dura 14 heures à bord d'un ancien navire de transport de troupes. Les femmes s'attendaient à être enfermées dans la cale, dans l'obscurité humide sous la ligne de flottaison. Au lieu de cela, on leur attribua des couchettes. De vraies les couchettes, avec de minces matelas, pas un simple sol en béton. L'espace était surchargé, 200 femmes entassées dans un compartiment prévu pour 120 soldats. Mais il y avait des lits, il y avait des couvertures. Margaret n'en revenait pas. Elle avait vu des camps de prisonniers en Allemagne où l'on dormait à même le sol, dans des pièces si froides qu'on voyait son souffle même en été. Pourquoi l'ennemi gaspillerait-il des couvertures pour des Allemandes? Pendant la traversée, elles reçurent leur premier repas en tant que prisonnières de guerre. Un marin britannique passa avec des gamelles de ragoût. L'odeur fit grogner l'estomac d'Elga. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait senti un plat réellement cuisiné. Dans la soupe, il y avait de vrais morceaux de viande, des pommes de terre, des carottes. Le pain n'était pas allongé avec de la sciure. C'était du vrai pain, sombre et compact. On leur servit aussi du thé chaud. Plusieurs femmes refusèrent d'y toucher. Elles étaient persuadées que la nourriture était empoisonnée. Pourquoi sinon
les nourrir ainsi. Helga observa les marins manger dans les mêmes marmites, le même ragoût. S'il y avait du poison, ils mourraient aussi. Alors elle prit une cuillerée. Le goût était fade, trop salé, mais c'était de la nourriture. De la vraie. Elle compta 7 morceaux de pommes de terre et 3 cubes de ce qui ressemblait à du mouton. C'était plus que ce que beaucoup de soldats allemands avaient reçu pendant les derniers mois de la guerre. Elle nota dans le petit carnet dissimulé dans la doublure de son manteau « Ils nourrissent leurs prisonniers mieux que nous ne nourrissions nos propres soldats. » Je ne comprends pas. Depuis l'Angleterre, elles prirent le train vers le nord jusqu'à Liverpool, puis embarquèrent sur un autre navire pour traverser l'Atlantique. La traversée dura 7 jours. Durant ces 7 jours, d'autres choses impossibles se produisirent. Les repas arrivaient régulièrement, 3 fois par jour. On les autorisait à monter sur le pont par petits groupes pour respirer l'air marin, sous surveillance, mais libres de regarder l'horizon. Personne ne les frappait. Personne ne les affamait. Rien de ce qu'on leur avait promis ne se produisait. Un caporal franco-canadien nommé Gong tenta même de leur apprendre quelques mots d'anglais. « Vous en aurez besoin au Canada », disait-il en souriant. Ses dents étaient droites et blanches. Il portait une montre qui fonctionnait réellement. Ses bottes étaient neuves, pas rafistolées, avec du fil et des morceaux de cuir comme celles des soldats allemands à la fin. Il avait l'air en bonne santé, bien nourri, sans haine particulière, comme si garder des prisonnières ennemies n'était qu'un travail ordinaire. Ces détails s'accumulaient, un par un, comme des pierres. Chacun alourdissait un sentiment croissant. Quelque chose n'allait pas du tout dans ce qu'on leur avait appris. Si l'Allemagne était supérieure, si les Alliés souffraient et mouraient de faim, pourquoi ces hommes semblaient-ils si bien portants ? Pourquoi avaient-ils du matériel neuf ? Pourquoi n'étaient-ils ni amers ni cruels ? Les femmes plus âgées répétaient « Attendez d'arriver au camp. Là, le vrai traitement commencera. Tout ça, c'est du théâtre. » Mais le doute avait déjà pris racine. Et au fond d'elle-même, Helga commençait à se demander « Et si tout avait été un mensonge ?» Le 17 mai 1945, le train entra dans une petite ville d'Ontario appelée Gravenhurst. Elles avaient parcouru 6000 km depuis les ruines de l'Allemagne. Elles collèrent leurs visages contre les vitres et virent quelque chose d'inimaginable. Les bâtiments étaient intacts, tous, les rues propres, balayées. Des gens marchaient avec des sacs de course. Des enfants jouaient dans des jardins, riant et courant. Pas un immeuble éventré, pas un tas de gravats, pas une carcasse noircie de ce qui avait été une maison. Annelise affirma que c'était faux. Ils ont préparé cet itinéraire pour nous tromper. Ils veulent qu'on croie que le Canada va bien. Mais lorsque les camions les emmenèrent encore 15 km plus loin vers le camp, l'illusion aurait demandé un effort surhumain. Chaque ferme qu'elles croisaient était debout, fraîchement peinte. Chaque grange avait un toit. Des vaches et des chevaux paissaient dans des prairies vertes à perte de vue. Margaret regardait s'éloigner la route derrière le camion, sentant quelque chose se fissurer au fond de sa poitrine. La propagande leur avait répété que le Canada souffrait, que la population y mourait de faim, épuisée par la guerre. Pourtant, ces fermes semblaient en sortie d'un autre temps, d'un monde d'avant-guerre que plus personne en Allemagne ne parvenait même à imaginer. Le camp 20 était installé dans une région boisée entre lacs et forêts. Il abritait environ 600 prisonniers allemands, les hommes et les femmes séparés. Le secteur féminin pouvait accueillir 200 personnes. Lorsque les camions s'arrêtèrent et que les femmes descendirent, le premier choc les frappa aussitôt. Les baraquements étaient en bois, certes, mais d'un bois solide, étanche, bien entretenu. Ils avaient de vraies fenêtres vitrées, pas de simples ouvertures bouchées par des planches ou du papier. Dans chaque bâtiment se trouvait un poêle pour le chauffage quand viendrait le froid. Chaque baraque était prévue pour 40 femmes. À l'intérieur, il y avait des lits. Pas les couchettes superposées à 4 étages qu'elles redoutaient, empilées comme des rayonnages. Non, des lits à 2 niveaux, avec de véritables matelas. Fins, bourrés de paille et de coton, mais des matelas tout de même. Pas des planches, pas des tas de copeaux. Helga se dirigea vers le bâtiment des latrines, presque anxieuse à l'idée d'ouvrir la porte. Elle la poussa. De l'eau courante, des lavabos, des robinets contournés, et de l'eau propre jaillissait. En Allemagne, à la fin de la guerre, son unité partageait une seule pompe pour 400 personnes. Il fallait faire la queue pendant des heures. Parfois la pompe tombait en panne et il n'y avait plus une goutte pendant des jours. Et ici, dans un camp de prisonniers, l'eau coulait à l'intérieur des bâtiments.
Helga ouvrit un robinet et regarda l'eau s'écouler. Elle passa la main dessous. L'eau était froide, limpide. Les larmes lui montèrent aux yeux sans qu'elle sache pourquoi. Le deuxième choc survint au premier repas. Les femmes firent la queue devant la cuisine, s'attendant à recevoir une soupe claire ou un quignon de pain. On leur remplit les assiettes de pommes de terre bouillies en grandes portions. On ajouta de la viande en conserve venue d'Amérique. Puis on distribua 500 grammes de pain par personne. En Allemagne, un civil se considérait chanceux d'obtenir 200 grammes sur toute une journée. Ici, des prisonnières recevaient plus du double en un seul repas. Il y avait de la margarine. Il y avait du thé avec du vrai sucre, pas ce succédané chimique au goût amer. Annelise resta immobile, son assiette à la main, les larmes coulant sur ses joues. « C'est plus que ce que ma mère mange en une semaine », murmura-t-elle. Elle pensa à sa mère, quelque part en Allemagne, probablement affamée, survivant avec des soupes d'herbes et des épluchures. Et elle, Annelise, prisonnière de l'ennemi, tenait dans ses mains plus de nourriture que sa mère n'en avait vu depuis des mois. Certaines femmes furent incapables d'avaler quoi que ce soit. Le choc était trop brutal. Elles s'étaient préparées à la torture, à la faim, à la mort. Au lieu de cela, on les nourrissait mieux qu'elles ne l'avaient été depuis 2 ans. Une femme plus âgée de Dresde, Frau Dresser, affirma que tout cela était un piège. Ils nous engraissent avant de nous faire travailler jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'ils nous trompent. Mais même sa voix manquait désormais de conviction. Le troisième choc arriva le lendemain matin, lors de la réunion d'accueil. Devant elle se tenait un officier canadien, une femme. Elle portait l'uniforme de major. Elle s'appelait Patricia Wilson. En Allemagne, une femme n'avait pas le droit d'être officier. Une femme ne donnait pas d'ordre aux hommes. Et pourtant, cette Canadienne était là, droite, assurée, et les gardes masculins l'écoutaient clairement, reconnaissant son autorité. Un sergent germano-canadien traduisait ses paroles. Le major Wilson expliqua les règles du camp. Le travail serait volontaire. Personne ne serait forcé. Celle qui choisirait de travailler recevrait 20 cents par jour en crédits utilisables au camp. Des soins médicaux seraient fournis, elles pourraient écrire à leur famille, même si les lettres seraient contrôlées. Des cours seraient proposés à celles qui voudraient étudier, aucun travail dangereux ne serait imposé, et la Convention de Genève les protégeait, même si l'Allemagne, elle, n'avait pas respecté ces règles. « Vous êtes des prisonnières, pas des esclaves », déclara fermement le major Wilson, « et vous serez traités comme tels. » Helga observa chaque détail chez elle. Son alliance, ses chaussures propres et cirées, sa posture droite, sa voix assurée. En Allemagne, cela aurait été inconcevable. Une femme ne commandait pas. Une femme ne portait pas l'uniforme d'officier. La place d'une femme était de soutenir, pas de diriger. Et pourtant, cette femme dirigeait, et personne ne trouvait cela étrange. Cette première nuit, allongée sur un vrai matelas, sous une couverture de laine, Helga sortit son carnet. À la lumière électrique qui filtrait par la fenêtre, elle écrivit des mots qui lui firent peur. Tout ce qu'on nous a appris était faux. La question est, qu'est-ce qui était encore faux ? Elle resta éveillée pendant des heures, fixant le plafond de bois, sentant tout son monde intérieur se fissurer comme un bâtiment dont les fondations se brisent. La vie quotidienne au camp 20 apporta d'autres révélations, une à une comme des gouttes d'eau qui finissent par rompre un barrage. À la fin mai 1945, le commandant annonça que les prisonnières pouvaient se porter volontaires pour travailler. Personne n'y serait contrainte, mais celles qui le souhaitaient pourraient gagner un peu d'argent. 3 types de postes furent proposés. 62 femmes se portèrent volontaires pour l'entretien du camp. Cuisine, lessive, nettoyage. 89 demandèrent à travailler dans l'agriculture dans les fermes alentours. 34 s'inscrivirent pour un travail léger dans une usine de confection voisine. Les autres restèrent au camp, suivant des cours ou essayant simplement de se reposer et de se reconstruire. Margaret choisit la ferme. Elle fut affectée à une famille nommée Morrison qui possédait des terres à 8 km du camp. Chaque matin à 7 heures, un camion emmenait 12 femmes. Chaque soir à 17 heures, il les ramenait. Le 3e jour, quelque chose se produisit que Margaret n'oublierait jamais. Madame Morrison, une femme d'une 50aine d'années, aux mains marquées par le travail et au regard doux, invita toutes les ouvrières à venir déjeuner dans la ferme, autour de la table familiale. Les Allemandes restèrent figées, partagées entre la peur et l'incompréhension. Manger avec l'ennemi, dans sa maison, à sa table. Madame Morrison avait déjà dressé les couverts, de vraies assiettes,
des fourchettes en métal, des serviettes en tissu. Elle servit du poulet rôti à la peau croustillante, des haricots verts cueillis dans son jardin, de la purée sur laquelle fondait du vrai beurre, et des verres de lait froid. Pour le dessert, elle apporta une tarte aux pommes encore tiède. Margaret resta immobile, incapable de porter la fourchette à sa bouche. Madame Morrison s'assit avec elle et parla dans un allemand hésitant, s'aidant de gestes quand les mots lui manquaient. « Mon fils est en Europe avec l'armée canadienne », dit-elle lentement. Je prie pour que quelqu'un lui montre de la bonté. Alors je vous montre de la bonté. Margaret sentit les larmes couler sur ses joues pendant qu'elle mangeait. Le soir même, elle écrivit à sa sœur à Tambour, bien qu'elle sût que la lettre mettrait des mois à arriver. « Ils nous traitent comme des êtres humains », écrivit-elle. « Pas comme des sous-hommes, pas même comme des ennemis, comme des êtres humains qui se trouvent du mauvais côté. Je ne comprends pas cette façon de penser. Où est leur haine ?» Les découvertes d'Helga passèrent par les machines et la technique. Elle s'était portée volontaire pour travailler à la buanderie du camp. La première fois qu'elle vit une machine à laver électrique, elle resta immobile plusieurs minutes, simplement à la regarder. Blanche, métallique, couverte de boutons et de cadrans, on y mettait le linge sale, on ajoutait du savon, on appuyait sur un bouton, et la machine faisait tout le travail. À Hambourg, sa mère et elle lavaient chaque vêtement à la main dans une bassine, frottant jusqu'à s'écorcher les doigts. Même les femmes d'officiers faisaient la lessive ainsi. Il n'y avait ni électricité suffisante, ni machine de ce genre. Et pourtant, ici, dans un camp de prisonniers, on utilisait des machines électriques pour nettoyer des uniformes et des draps. Le camp était éclairé à l'électricité dans tous les baraquements, pas seulement dans les bureaux. Il y avait une infirmerie équipée d'un appareil à rayon X capable de voir à l'intérieur du corps. Une salle de détente avec une radio qui diffusait de la musique sous l'œil des gardes, mais accessible aux prisonnières. Et même une bibliothèque, 247 livres, pour la plupart en allemand. Des romans, des livres d'histoire, des manuels techniques sur les machines et la construction. Helga demanda à un sergent germano-canadien nommé Müller pourquoi on offrait une bibliothèque à des prisonnières. Il répondit simplement « Nous croyons qu'il faut améliorer les gens, pas seulement les punir. Un esprit vide cause des problèmes. Un esprit qui apprend peut aider à reconstruire. » Helga n'avait jamais entendu cela de sa vie. La plus grande révélation d'Annelise arriva par le courrier. En juin, elle reçut enfin une lettre de sa tante, qui vivait désormais dans la zone d'occupation britannique. Elle décrivait un pays détruit. Les rations descendaient à 900 calories par jour, à peine de quoi survivre. Il n'y avait plus de combustible pour se chauffer. Plus de verre pour remplacer les vitres brisées. D'anciens responsables nazis se suicidaient tandis que les Alliés enquêtaient sur leurs crimes. Les villes n'étaient plus que des mers de ruines où l'on vivait dans des caves et des décombres. Annelise comparait ces mots à ce qu'elle voyait chaque dimanche lorsque les prisonnières témancées étaient autorisées compter à se promener sous surveillance dans Gravenhurst. Elle avait compté 47 produits différents dans une seule épicerie. 47, de la soupe, du savon, des bonbons. Les enfants portaient des chaussures sans trous. Le cinéma annonçait de nouveaux films chaque semaine. À l'église Nusso-Dieu, on faisait circuler des quêtes pour aider les populations d'Europe, des gens que les donateurs n'avaient jamais rencontrés. Elle nota dans son journal, la propagande disait que le Canada souffrait, que les sous-marins avaient coupé les approvisionnements, que les Canadiens suppliaient pour la paix. Mais leurs enfants mangent du chocolat, du vrai chocolat, pendant que les enfants allemands meurent de faim et mangent ce qu'ils trouvent. Les conversations entre prisonnières révélaient à quel point leurs certitudes se fissuraient tant différemment. Les plus jeunes, comme Helga et Annelies, changeaient d'un air vite. Elles posèrent des questions, observaient tout, essayaient d'apprendre l'anglais auprès de gardes étonnamment patients. Les femmes plus âgées, surtout celles qui avaient appartenu au parti, résistaient davantage. Frau Dresser, 51 ans, affirmait que tout cela n'était que propagande. « 50 ans, bébé, ça. Ils essaient de nous corrompre, de nous faire oublier notre devoir envers la patrie. » Mais même elle ne parvenait plus à expliquer certains faits. Le camp recevait des inspections mensuelles de la Croix-Rouge. Des observateurs internationaux contrôlaient les conditions. En juillet, un délégué suédois interrogea au hasard 23 femmes. Son rapport conclut que le camp respectait, voire dépassait, les exigences de la Convention de Genève. Les prisonnières paraissaient en bonne santé, bien nourries. Aucune ne dénonçait de mauvais traitements. L'écart technologique devenait impossible à ignorer.
Quand certaines femmes furent autorisées à travailler dans une usine de vêtements à Bracebridge, elles furent stupéfaites. Une seule salle abritait 47 machines à coudre électriques, toutes en marche. Des machines découpaient le tissu automatiquement. L'éclairage était si puissant qu'il ne restait aucune ombre. La température était réglée pour le confort des ouvriers. Lors d'une visite, Helga demanda au contremaître « Comment avez-vous pu construire tout cela en pleine guerre ?» Il éclata de rire. « Construire ? Cette usine est cela depuis 1938. La guerre n'a presque pas touché notre industrie. Nous avons seulement cessé de faire des robes pour fabriquer des uniformes. » Ces paroles frappèrent Helga de plein fouet. L'Allemagne avait sacrifié toute son économie civile à l'armement. On avait affamé la population, détruit les usines, et on leur avait dit qu'ils gagnaient, qu'ils étaient supérieurs, que l'ennemi souffrait plus encore. Le Canada, lui, avait combattu sur 2 océans, envoyé des centaines de milliers d'hommes outre-mer et conservé pourtant une économie capable de produire l'abondance. La vérité devenait impossible à nier. Chaque détail, chaque machine, chaque repas, chaque geste de bonté imprévu grignotait lentement les fondations de tout ce qu'on leur avait appris. Mais le barrage n'avait pas encore cédé. Pas complètement. Pour cela, il fallait quelque chose de plus fort que de simples constats. Il fallait quelque chose de doux. Samedi 15 septembre 1945. Le moment qui allait tout faire voler en éclats arriva par une matinée d'automne apparemment ordinaire. La guerre dans le Pacifique avait pris fin le 15 août avec la capitulation du Japon. Partout au Canada, on avait célébré la victoire par des feux d'artifice, des défilés et surtout par un immense soulagement. Après 6 années, la guerre était enfin terminée. Au camp 20, l'atmosphère avait changé. Les gardes n'étaient plus dans la tension constante du temps de guerre. Le conflit était fini. Ces femmes allemandes n'étaient nées plus des ennemis, seulement des êtres humains en attente de rentrer chez eux. Le vendredi soir, le major Wilson fit une annonce. Demain matin, il y aura un petit déjeuner spécial pour célébrer la saison des récoltes. La participation est volontaire. 8 heures au réfectoire principal. La plupart imaginèrent un supplément de rations, peut-être quelques fruits en conserve. Rien ne les préparait à ce qui les attendait. À 7h45, 143 femmes entrèrent dans le réfectoire et s'immobilisèrent. Les longues tables de bois nus étaient recouvertes de nappes blanches. De vraies nappes, pas des draps découpés ni du papier. Chaque place était dressée avec de la vaisselle, de vrais couteaux et fourchettes en métal et des serviettes en tissu pliées en triangles soignés. Mais ce ne fut pas cela qui coupa le souffle d'Helga, ce fut l'odeur. Une odeur chaude, sucrée, beurrée. Une odeur qu'elle avait presque oubliée. L'odeur de l'abondance. D'un monde où l'on ne mange pas seulement pour survivre, mais pour le plaisir. Le personnel de cuisine, des civils canadiens et des prisonnières volontaires, apporta de grands plats fumants. Des pancakes. Pas ces crêpes tristes et grisâtres qu'elles avalaient autrefois en Allemagne, faites de farine de pommes de terre et d'eau. De vrais pancakes, dorés, épais, moelleux. 3 par assiette, presque 20 cm de diamètre chacun. Puis vint le bacon. Du vrai bacon de porc, croustillant, odorant. 4 tranches par personne. Margaret calculerait plus tard que chaque femme reçut ce matin-là plus de viande que la plupart des civils allemands n'envoyaient en un mois entier. Il y avait du beurre frais. Pas de margarine, pas cette pâte chimique au goût de savon. Du vrai beurre, jaune et onctueux, dans de petits bols. Et enfin, le sirop d'érable. C'est là que tout bascula. Le sergent Mueller, souriant comme un père fier, posa une bouteille en verre sur chaque table. À l'intérieur, un liquide ambré, épais, lumineux, capturant la lumière du matin qui entrait par les fenêtres. « C'est du sirop d'érable canadien », annonça-t-il en allemand, d'une voix étonnamment chaleureuse. « Il vient des arbres d'ici. On récolte la sève au printemps, puis on la fait bouillir. Il faut 40 litres de sève pour faire 1 seul litre de sirop. C'est sucré. C'est à nous. Et aujourd'hui, les filles, aujourd'hui, c'est à vous aussi. » Il utilisa le mot familier pour « fille », celui qu'un père emploierait avec ses enfants. Il leur montra comment faire, versant le sirop sur ses pancakes, le regardant s'étaler lentement, disparaître dans la surface dorée. Annelise fut la première à oser. Sa main tremblait quand elle saisit la bouteille. Elle n'en versa qu'un filet, comme si c'était rationné, comme si trop en prendre pouvait entraîner une punition. Elle découpa un petit morceau, le porta à sa bouche. La douceur l'atteignit comme un choc dans la poitrine. Pur, riche, naturel. Rien à voir avec les ersatz amers, les faux sucres chimiques.
C'était du vrai sucre, concentré à partir de la sève d'arbre par un travail long et patient, presque inimaginable en temps de guerre. Elle se mit à pleurer. 2 minutes plus tard, elle n'était plus seule. Helga, assise en face d'elle, la vit sangloter dans sa serviette. Elle versa à son tour un peu de sirop, goûta, et sentit les larmes couler sans pouvoir les retenir. Le goût était presque insoutenable, pas seulement parce qu'il était sucré, mais parce qu'il était une preuve, la preuve que tout avait été faux. Margaret, l'infirmière solide, celle qui avait tenu des hommes mourants dans ses bras, qui avait traversé bombardements, retraites et effondrements sans plier, cacha son visage dans ses mains et pleura comme une enfant. Dans toute la salle, 143 prisonnières de guerre allemandes pleuraient. Pas de peur, pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus violent, l'effondrement total de tout ce qu'on leur avait enseigné sur le monde. Le moment se figea, comme du givre sur une vitre. Ces Canadiens soi-disant barbares, ces prétendus inférieurs, ces coloniales méprisés, ils avaient pris la sève des arbres, l'avaient fait bouillir pendant des heures pour créer quelque chose qui ne servait pas à survivre, mais à savourer. Et ils l'avaient les partagé, avec des prisonnières, avec des ennemis, pas par obligation, pas pour la propagande. Il n'y avait aucune caméra dans le réfectoire, aucun journaliste, aucun film d'actualité, juste des femmes et des gardes partageant un petit déjeuner de samedi matin. Ils l'avaient fait parce que c'était samedi, et que le samedi, on faisait un petit déjeuner spécial. Et pourquoi ces femmes n'y auraient-elles pas droit aussi ? Plus tard, Helga écrirait dans son journal, mettant des heures à former les phrases, tant ses mains tremblaient. À cet instant, avec du sirop d'érable sur la langue, j'ai compris que tout, absolument tout, avait été un mensonge. Pas une exagération, pas une demi-vérité, mais une inversion totale de la réalité. On nous disait supérieurs. On nous disait que nos ennemis étaient faibles, dégénérés, affamés. On nous disait que nos sacrifices étaient nécessaires parce que nous étions entourés d'inférieurs. Mais des gens faibles ne partagent pas du sirop d'érable avec des prisonniers. Des gens qui souffrent n'ont pas de farine, d'œufs et de bacon à offrir à des ennemis. Des êtres dégénérés ne prennent pas le temps de plier des serviettes en triangle pour des femmes qu'ils auraient eu toutes les raisons de haïr. Ce jour-là, j'ai compris que nous n'étions pas les supérieurs. Nous étions ceux qui avions affamé notre propre peuple pendant que nos dirigeants mangeaient à leur faim. Nous étions ceux qui avions réduit des villes en poussière. Nous étions ceux qui avions construit des camps. Pas des camps comme celui-ci, mais des camps où je n'arrivais même pas encore à former les mots. Et ces Canadiens, ces soi-disant inférieurs, n'avaient pas seulement gagné la guerre. Ils l'avaient gagnée sans perdre leur humanité. Ils avaient gagné tout en ayant encore assez pour partager. Ils avaient gagné en traitant leurs ennemis avec plus de dignité que nous n'en avions montré à nos propres citoyens. Le sirop était doux. La vérité, elle, était amère. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Le sergent Müller regardait la salle remplie de femmes en larmes. Sa gorge se serra. Il s'attendait à de la joie, peut-être à de la gratitude, à des remerciements. Pas à cela. Le major Wilson apparut dans l'embrasure de la porte. Elle observa la scène d'un regard calme, expérimenté, et comprit aussitôt. Elle avait déjà vu cela chez d'autres prisonniers, l'instant précis où une idéologie se brise contre la réalité brute de la bonté ordinaire. Elle les laissa pleurer. Que pouvait-elle faire d'autre ? Elle se trouvait à 6000 kilomètres de la patrie qui leur avait menti, mangeant des pancakes dans un pays qu'on leur avait appris à mépriser, entourée de personnes qu'on leur avait présentées comme inférieures. Le repas dura près de 2 heures. Les femmes mangeaient lentement, presque avec précaution, comme si la nourriture risquait de disparaître si elles se hâtaient. Certaines acceptèrent une seconde portion. D'autres n'arrivaient pas à finir, submergées par l'émotion. Quand tout fut terminé, quelque chose d'essentiel avait changé dans cette pièce. Frau Dresser, la plus farouche résistante, l'ancienne militante qui répétait que tout n'était que mensonge et manipulation, s'approcha du sergent Müller. Les yeux rouges, la voix à peine audible, elle murmura un seul mot en allemand. « Danke » »« Merci ». Mais dans ce mot se trouvait le bruit d'un monde intérieur qui s'effondrait, comme un bâtiment dont on aurait scié les piliers. Le petit déjeuner au sirop d'érable devint, pour les femmes, le jour. On l'évoqua dans des lettres, dans des chuchotements dans les baraques, dans des souvenirs qui survivraient 70 ans. Ce fut le point de bascule. Le moment d'où l'on ne revient pas.
On ne peut pas manger des pancakes au sirop d'érable préparés par des gens qu'on a appris à haïr et rester la même. Le barrage avait cédé. Tout ce qui suivrait serait différent. Les semaines qui suivirent révélèrent à quel point chacune vivait l'effondrement de son monde intérieur à sa manière. Certaines changèrent en vite, comme de la glace fondant au soleil du printemps. D'autres résistèrent, immobiles comme des pierres, au milieu d'un fleuve. Beaucoup restèrent coincés entre les deux, déchirés entre ce qu'elles avaient cru et ce qu'elles ne pouvaient plus nier. Les plus jeunes, comme Helga et Annelise, se transformaient rapidement. Elles questionnaient tout, observaient tout. Elles tentaient d'apprendre l'anglais auprès de gardes étonnamment patients. Dès octobre 1945, elles assistaient à toutes deux à des cours 3 soirs par semaine. Une institutrice locale, Madame Catherine Pierce, venait bénévolement enseigner la langue de leurs anciens ennemis. Helga s'y jeta corps et âme. Elle lisait des journaux traduits et discutait en classe. Elle découvrait ce que l'on publiait désormais sur les camps de concentration, maintenant que les Alliés les avaient libérés et documentés. Le 23 octobre, elle écrivit dans son journal, la main tremblante au point que l'écriture en devenait presque illisible. Aujourd'hui, nous avons lu au sujet de Bergen-Belsen, les photos de corps empilés comme du bois, des survivants qui ressemblent à des squelettes. J'ai voulu dire que c'était faux, que les Alliés mentaient, mais il y avait trop d'images, venues de trop d'endroits, américains, britanniques, soviétiques, et même des civils allemands qui vivaient auprès des camps et disaient qu'ils ne savaient pas. Je les comprends maintenant. Moi non plus je ne savais pas, ou peut-être que je ne voulais pas savoir. Y a-t-il une différence ? Annelise écrivit à sa tante une lettre qui mettrait des mois à traverser l'océan et un système postal brisé. « Dis-moi la vérité. Savais-tu ? Papa savait-il ? Quand on a emmené la famille Goldstein de notre village en 1942, où sont-ils allés ? Écris-moi la vérité, même si elle me détruit. » La réponse arriva 7 mois plus tard. Nous savions qu'ils avaient été emmenés. Nous nous disions que c'était une réinstallation à l'Est. Mais oui, mon enfant, quelque part au fond de nous, nous savions que c'était pire. Et nous n'avons rien fait. Pardonne-nous si tu le peux. Environ 30 femmes, surtout parmi les plus âgées, refusèrent d'accepter tout cela. Elles étaient menées par Frau Dresser et une ancienne institutrice, Frau Steinbach. Les Britanniques falsifièrent déjà des photos pendant la Première Guerre, lançait Steinbach lors d'une dispute enflammée dans les baraques. Les Américains sont des maîtres de la propagande. Pourquoi les croirions-nous aujourd'hui ? Mais même chez les résistantes, des fissures apparaissaient, comme de la glace qui craque au dégel. En décembre, le camp projeta un documentaire composé d'images filmées dans les camps de concentration. La séance était facultative. On y voyait des gardiens allemands capturés, des survivants à peine capables de parler, des soldats alliés encore hantés par ce qu'ils avaient découvert. Frau Dresser y assista. Elle quitta la salle au bout de 12 minutes. Helga vit son visage en sortant. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'horreur. Celle qui naît lorsqu'on reconnaît enfin ce qu'on refusait de voir. 3 jours plus tard, Frau Dresser cessa de manger. Le médecin du camp, le docteur Morrison, marié à la fermière, diagnostiqua une dépression sévère. Elle perdit 8 kilos en 1 semaine. Le major Wilson lui rendit visite à l'infirmerie où elle restait allongée fixant le plafond. « J'ai appris à des enfants à chanter des chants nazis », murmura Frau Dresser d'une voix vide. « Je leur ai appris à dénoncer leurs parents. Je leur ai appris à haïr les enfants juifs. Qu'est-ce que je leur ai appris ? Quel monstre ai-je été ?» Le major Wilson s'assit près d'elle et parla doucement. « Vous leur avez enseigné ce que vous croyiez vrai à l'époque. Vous vous trompiez, oui, mais vous y croyiez. » Frau Dresser tourna la tête vers le mur. « J'aurais dû douter, j'aurais dû réfléchir par moi-même, j'aurais dû... » Le major Wilson l'interrompit doucement. « Oui, vous auriez dû. Mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant vous devez choisir. Allez-vous passer le reste de votre vie dans ce lit à vous punir, ou allez-vous vous lever et décider d'être différente à partir d'aujourd'hui ?» 2 jours plus tard, Frau Dresser recommença à manger. Elle ne suivit jamais les cours d'anglais, mais elle cessa de s'opposer à celles qui y allaient, cessa de combattre chaque changement. Environ 60 femmes restaient coincées dans un entre-deux douloureux. Elle voyait en l'épreuve, mais n'arrivait pas encore à accepter ce qu'elles impliquaient. Margaret faisait partie de ce groupe. En tant qu'infirmière, elle avait vu des choses pendant la guerre. Des trains entiers de blessés revenant du front de l'Est, les pieds gelés, le regard hanté.
Des hommes qui murmuraient, quand ils pensaient qu'elle n'écoutait pas, au sujet de villages incendiés, d'ordres qu'ils avaient exécutés et qui les rendaient malades rien que d'y repenser. Elle avait soigné des officiers SS qui buvaient trop et parlait d'action spéciale en Pologne, avec des mots qui lui donnaient la nausée. Elle s'était répété que c'était la guerre, que la guerre était sale des deux côtés, que toutes les armées commettaient des horreurs. Mais désormais, en lisant les rapports détaillés sur Auschwitz, sur l'industrialisation du meurtre, sur les enfants envoyés dans les chambres à gaz, elle ne pouvait plus se réfugier derrière cette excuse. Elle écrivit à sa sœur à Hambourg, des lettres chargées d'angoisse et de culpabilité. Je pense sans cesse à ce train qui est passé par Munich en 1943. On disait qu'il transportait des prisonniers vers l'Est. On sentait une odeur atroce, quelque chose de pourri, de mort. On voyait des mains sortir entre les planches des wagons. Nous n'avons rien fait. Nous nous sommes dit que ce n'était pas notre affaire, que nous ne pouvions rien faire de toute façon. Mais si ces mains appartenaient à des enfants? Et si je suis passé sans rien faire pendant que des enfants partaient vers la mort? Dans les baraques, les discussions devenaient de plus en plus violentes à mesure que les femmes luttaient avec ce qu'elles apprenaient. Un soir de novembre, Helga et Frau Steinbach se crièrent dessus si fort que des gardes accoururent. « Tu es jeune, tu ne peux pas comprendre », lança Steinbach, le visage rouge de colère. « Tu n'as pas connu le traité de Versailles, qui nous a humiliés. Tu n'as pas vécu l'hyperinflation quand notre argent ne valait plus rien. Tu ne te souviens pas du chaos de Weimar. Le Führer nous a sauvés du communisme et de la famine. » Helga répondit plus fort qu'elle n'avait jamais osé parler à une femme plus âgée. « Il nous a sauvés pour nous mener à la destruction. Regarde l'Allemagne aujourd'hui, coupée en 4 par des puissances étrangères, des millions de morts, des villes rasées. C'est ça le salut ?» La voix de Steinbach monta encore. « Ce sont les Alliés qui ont détruit l'Allemagne, pas nous. » Helga tremblait de rage. « C'est nous qui avons détruit l'Allemagne. Nous avons commencé la guerre. Nous avons choisi de suivre un fou. Et maintenant, nous en payons le prix. » Elle s'interrompit brusquement en apercevant un garde canadien dans l'embrasure de la porte, le caporal Jensen. Il resta un instant puis recula en silence et s'éloigna. Il avait entendu assez de ces disputes pour savoir quand il valait mieux laisser les femmes affronter leurs propres démons. Les gardes vivaient, eux aussi, cette transformation de manière différente. Certains, comme le sergent Muller et le major Wilson, faisaient preuve d'une compassion professionnelle. Ils comprenaient que ces femmes traversaient un bouleversement profond, que voir tout son monde intérieur s'effondrer était une épreuve douloureuse. D'autres avaient sans plus de mal. Le caporal Davis, dont le frère avait été tué lors du raid de Dieppe, trouvait cela insupportable certains jours. Il restait toujours correct, toujours juste dans ses fonctions, mais gardait une distance émotionnelle. Il essayait de pardonner. Il n'y arrivait pas vraiment. Dans ses lettres à sa femme, le sergent Muller confiait ses propres contradictions. Elles sont comme des gens qui se réveillent d'un cauchemar pour découvrir que le cauchemar était réel et qu'elles y participaient. Certains jours, je les plains profondément. D'autres, je me souviens de ce que nos garçons ont trouvé dans les camps. Et je me dis que ces femmes s'en sortent bien avec des pancakes et des cours d'anglais. Puis je me rappelle que c'est justement ce qui nous distingue d'eux. Nous ne devenons pas des monstres pour combattre des monstres. Nous restons humains, même quand c'est difficile. Les lettres que les femmes envoyaient chez elles à cette époque révélaient leur évolution. En décembre, Helga écrivit « Je vais parfois au service religieux avec d'autres femmes, pas parce que j'ai retrouvé Dieu. Je ne sais pas si je peux encore croire en Dieu après ce que nous avons appris sur ce que notre pays a fait. Mais le pasteur Patterson dit que nous sommes tous dignes de rédemption si nous choisissons de changer. J'ai besoin d'y croire. Sinon, à quoi bon avoir survécu ?» En janvier 1946, Anne-Lise écrivit « J'ai parlé à Madame Morrison de mon village, de la famille juive qui habitait 2 maisons plus loin. Je lui ai dit que nous n'avons rien fait quand on les a emmenés. Elle ne m'a pas condamné. Elle ne m'a pas traité de monstre. Elle a simplement dit « Maintenant tu connais la vérité. Maintenant tu peux choisir d'être différente. » C'est étrange de recevoir de la compréhension, presque du pardon, de quelqu'un qu'on m'a appris à haïr. En février, Margaret nota « Les autres infirmières et moi avons commencé à enseigner des gestes médicaux de base aux plus jeunes. Premier secours, pansement, reconnaître une infection. C'est absurde quand on y pense. Des prisonnières ennemies apprenant à sauver des vies, alors que nous venons d'un pays qui a transformé la mort en industrie. Mais peut-être est-ce précisément cela, le sens.
Peut-être que l'on reconstruit l'humanité un pansement, une leçon, un choix à la fois. Par l'enseignement et par leur manière de vivre, ces 3 femmes continuaient de transmettre ce qu'elles avaient appris au camp 20. La transformation était en cours. Au printemps 1946, 109 des 143 femmes qui avaient pleuré lors du petit déjeuner au sirop d'érable s'étaient inscrites à des programmes d'éducation. Elles devenaient autre chose que ce qu'on leur avait appris à être. Bientôt, elles allaient affronter l'épreuve la plus difficile, rentrer chez elles. 8 mai 1946. Exactement un an après la victoire en Europe, le major Wilson convoqua toutes les prisonnières du camp 20. Le processus de rapatriement commencera en juin, annonça-t-elle. Vous retournerez en Allemagne par étapes, en passant par la zone d'occupation britannique. Préparez vos effets personnels. La réaction fut complexe, troublée. Ce qu'elles avaient désiré pendant des mois devenait enfin réel. Et pourtant, beaucoup ne ressentirent pas de joie, mais de la peur. Ces femmes avaient passé des mois, certaines plus d'1 an, à attendre avec désespoir le moment de rentrer chez elles. Et maintenant que ce moment approchait d'enfin, beaucoup ressentaient non pas de la joie, mais une peur sourde. Ce soir-là, Helga écrivit dans son journal « Je devrais être heureuse. Je rentre chez moi, et pourtant j'ai peur. Qu'est-ce qui m'attend? Et surtout, qui suis-je maintenant ?» Les nouvelles venues d'Allemagne dessinaient un tableau sombre. Les lettres reçues au début de 1946 parlaient d'un pays méconnaissable. La tante d'Annelise évoquait des rations de 800 calories par jour, à peine de quoi rester en vie. La sœur de Margaret décrivait leur ancien quartier de Munich, 78 immeubles détruits sur 120. Nous vivons dans la cave de ce qui était autrefois l'immeuble Schultz. 7 familles partagent ce sous-sol. Nous n'avons pas de chauffage, pas de vitres. Seulement des planches clouées sur les trous. Helga, elle, n'avait reçu aucune lettre de Hambourg. Elle savait seulement que la ville était détruite à 60% et que sa dernière adresse se trouvait dans le secteur le plus bombardé. Elle ignorait si ses parents avaient survécu ou si elle rentrait vers des tombes. Celle qui avait le plus profondément changé affrontait une autre angoisse. Que dirait-elle une fois revenue? En avril, une discussion tendue éclata tard dans la nuit dans la baraque d'Helga. Frau Steinbach, toujours résistante mais moins sûre d'elle, les mit en garde. Si vous racontez à quel point on nous a bien traités ici, on vous traitera de traîtresse. Les soviétiques s'interrogent les prisonniers qui rentrent. Quiconque parle en bien des alliés occidentaux est suspect de collaboration. Annelise répondit avec fougue. Mais si nous ne disons pas la vérité, comment les choses peuvent-elles changer? Comment l'Allemagne deviendra-t-elle différente si nous rentrons pour mentir à nouveau? Margaret, désormais âgée de 37 ans, parla avec gravité. Nous dirons la vérité à ceux qui veulent l'entendre, à nos familles, à nos enfants si nous en avons un jour. Nous planterons des graines de vérité discrètement. Nous ne sacrifierons pas nos vies en martyrs bruyants, mais nous ne deviendrons pas non plus des menteuses. Nous choisirons un chemin au milieu. Les derniers séjours au camp furent chargés d'émotions. À la fin mai, Madame Morrison vint dire adieu à Margaret et aux femmes qui avaient travaillé dans sa ferme. Elle apporta à chacune un petit cadeau, un pot de sirop d'érable soigneusement enveloppé. « Emportez-le chez vous », dit-elle les yeux humides. « Quand ce sera difficile, quand vous ne vous souviendrez que de l'horreur de la guerre, goûtez-le, et souvenez-vous que la bonté existe encore, même entre ennemis. » Margaret la serra dans ses bras, un geste impensable quelques mois plus tôt, et murmura dans un anglais hésitant « Merci de m'avoir montré une autre manière d'être humaine. » Début juin, le sergent Müller organisa une soirée d'adieu. Gardiens et prisonnières se retrouvèrent dans la salle de détente autour d'un gramophone. On passa du Glenn Miller, du Benny Goodman et même quelques chansons populaires allemandes. Helga invita le caporal Jensen, resté distant et réservé pendant toute la détention, à danser. Il hésita, puis accepta. Tandis qu'il se balançait maladroitement au rythme de la musique, il avoua « Je voulais vous haïr. Mon frère est mort à Juno Beach le jour du débarquement. Je voulais vous haïr toutes. » Helga sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolée. Je ne peux pas changer ce qui a été fait. Je ne peux pas ramener votre frère. Mais je peux promettre une chose, être différente, vivre différemment. » Jensen hocha lentement la tête. « J'imagine que c'est tout ce que nous pouvons faire désormais. » Le voyage du retour commença le 15 juin 1946. Les 143 femmes du petit déjeuner au sirop d'érable, avec d'autres prisonniers du camp 20, furent conduites en convoi vers Halifax.
503 prisonniers au total reprenaient la route empruntée un an plus tôt. Mais cette fois, ils regardèrent le Canada autrement. Dans le train, Annelise observait les fermes et les forêts défiler. Elle murmura à Helga : « Il y a un an, je croyais que toute cette prospérité était fausse, mise en scène pour nous tromper. Maintenant, je comprends. C'est simplement ainsi qu'ils vivent. Ils ont gagné la guerre, et elle n'a presque pas touché leur pays. » La traversée de l'Atlantique dura 8 jours à bord d'un ancien Liberty Ship. 800 prisonniers allemands s'y entassaient, hommes et femmes venus de camps de tout le Canada. Les conditions étaient étroites mais correctes, 3 repas par jour, accès au pont par groupe, soins médicaux. Un soir, appuyé au bastingage, regardant le soleil couchant teinter l'océan de rouge et d'or, Margaret se retrouva à côté d'un prisonnier venu d'un camp de travail du Nouveau-Brunswick. « Que direz-vous aux gens là-bas » lui demanda-t-il doucement. Margaret resta silencieuse un long moment. Que nous avions tort, que nos dirigeants nous ont menti, et que ceux que nous pensions inférieurs nous ont montré plus d'humanité que nous n'en avons montré à nos propres citoyens. Il secoua la tête. On vous traitera de traîtresse. Elle haussa les épaules. Peut-être. Mais on m'a traité de bien pire pendant cette guerre, et ces accusations-là n'étaient pas vraies non plus. Ils arrivèrent en Grande-Bretagne le 24 juin 1946 et accostèrent à Southampton. Ils furent dirigés vers un immense centre britannique de rapatriement qui traitait chaque mois des milliers de prisonniers allemands. Là, ils reçurent des nouvelles plus précises. L'Allemagne était divisée en 4 zones d'occupation, américaine, britannique, française et soviétique. Les procès de Nuremberg étaient en cours. Les programmes de dénazification classaient les anciens membres du parti selon leur degré de responsabilité. Helga apprit que Hambourg se trouvait dans la zone britannique. Ce fut un soulagement, mais toujours aucune nouvelle de ses parents. Le transfert vers l'Allemagne se fit par étapes. Le 3 juillet 1946, Helga, Annelise, Margaret et 247 autres femmes franchirent en train la frontière de la zone britannique. À cet instant, tout changea. Le paysage était dévasté. Des villes entières n'étaient pas plus que des champs de briques brisées et de métal tordu, des ponts détruits, remplacés par des passerelles de fortune, des usines éventrées, des voies ferrées rafistolées avec des pièces récupérées, et les gens étaient dans un état pire encore, des visages creusés, des yeux vides, des enfants au ventre gonflé par la malnutrition, des femmes portant des manteaux élimés malgré la chaleur de l'été, faute d'avoir autre chose, des hommes amputés, encore vêtus de vieux uniformes de la Wehrmacht dont on avait arraché les insignes, simplement parce qu'ils ne possédaient aucun autre vêtement. Annelise se mit à pleurer, pas de joie, d'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en regardant défiler les ruines par la fenêtre du train. « Ah, qu'est-ce que nous nous sommes fait à nous-mêmes ? Qu'avons-nous laissé faire ? » Le contraste était impossible à ignorer, impossible à fuir. Elle quittait un pays où les enfants mangeaient du chocolat, où les fermes regorgeaient de nourriture, où même un camp de prisonniers possédait des machines électriques et assez de vivres pour partager. Elle revenait dans une Allemagne où le civil moyen recevait environ 1200 calories par jour, toujours insuffisant pour rester en bonne santé. Une Allemagne de villes pulvérisées, de ruines à perte de vue. Une Allemagne où l'idéologie de la race maîtresse n'avait produit qu'un champ de cendres. Le passage par le centre de rapatriement dura 3 jours, fait d'interrogatoires et de formulaires. Les officiers britanniques posaient peu des questions sur leurs activités durant la guerre, leur éventuelle appartenance au parti, leur formation, leurs compétences. Cela déterminait si elles feraient l'objet d'enquêtes supplémentaires ou si elles seraient immédiatement libérées. Tous de 3, Helga, Margaret et Annelise, furent classées risque faible, auxiliaires, non combattantes. Aucun élément indiquant des crimes de guerre ni une implication politique significative. Le 6 juillet 1946, on leur rendit leurs papiers. Elles étaient libres. La séparation eut lieu à la gare de Hanovre. Margaret partait vers le sud, pour Munich, en zone américaine. Annelise se dirigeait vers le village de sa tante, en Basse-Saxe. Helga prenait la route du nord vers Hambourg, ou ce qu'il en restait. Elles s'étaient rapprochées durant leur captivité, devenues des sœurs, liées par une transformation commune. À présent,
Elles affrontaient qu'un et chacune l'inconnu, avec pour seul bagage une petite valise, un pot de sirop d'érable enveloppé dans des pulls, quelques lettres de garde et de fermiers canadiens leur souhaitant bonne chance, des photos du camp et le poids immense de ce qu'elles savaient désormais. Elles s'embrassèrent tard sur le quai, en pleurant, promettant d'écrire, de rester en contact, de se souvenir. Puis les trains partirent dans des directions différentes, les emportant vers des avenirs qu'elles ne pouvaient encore imaginer. Helga arriva à Hambourg le 8 juillet 1946. La ville était méconnaissable. Son ancien quartier, Hammerbrook, avait été détruit à 95% lors des bombardements incendiaires de 1943. L'immeuble où elle avait grandi, où elle avait appris à faire du vélo, où elle avait échangé son premier baiser, avait tout simplement disparu. À sa place, des gravats, des briques brisées, du métal tordu, là où 5 étages pleins de familles avaient existé. Elle retrouva ses parents dans un centre pour réfugiés, un ancien gymnase d'école transformé en abri pour 200 familles. Chacune disposait d'un coin délimité par des draps suspendus. Sa mère ne la reconnut pas tout de suite. Helga avait quitté Hambourg à 20 ans, pesant 52 kilos, amaigrie par les rations. Elle revenait à 23 ans, 59 kilos, solide et en bonne santé malgré plus d'1 an de captivité. Sa mère, elle, ne pesait plus que 43 kilos. Ses vêtements pendaient sur un corps qui semblait trop fragile pour porter tant de fatigue. Les retrouvailles furent noyées de larmes, mêlant joie et désolation. Son père avait survécu, mais il paraissait avoir pris 15 ans. Tous deux avaient le vécu grâce aux rations britanniques et à ce qu'ils pouvaient troquer au marché noir. Cette première nuit, couchée sur un mince matelas posé sur le béton, entourée de 200 dormeurs, Helga sortit le pot de sirop d'érable qu'elle avait porté sur 6000 kilomètres. Sa mère le regarda comme on regarde un trésor venu d'une autre planète. « D'où cela vient-il » demanda-t-elle, sans parvenir à finir sa question. « Du Canada » répondit Helga doucement. « De l'ennemi, qui nous a mieux nourris que notre propre gouvernement. » Cette nuit-là, elle leur raconta tout, à voix basse. Les pancakes, le petit déjeuner au sirop d'érable, Madame Morrison invitant des prisonnières téprania à sa table familiale, les gardes respectueux, les machines à laver électriques dans un camp pendant que l'Allemagne manquait d'électricité. Son père écoutait en silence, sa mère pleurait dans ses mains. Finalement, son père parla, la voix brisée. Nous savions que c'était terrible ici, mais on nous disait que l'ennemi souffrait encore plus. On nous disait que nous gagnions jusqu'au bout, jusqu'à ce que les chars russes et les Alliés soient à Berlin. Nous avons cru, parce que l'autre possibilité était d'admettre que nous avions tout sacrifié pour rien. Helga le corrigea doucement, mais fermement. Pas pour rien, papa. Nous avons tout sacrifié pour le mal. Il faut dire le mot. Pour le mal. Le chemin de Margaret prit une direction entièrement différente. Elle reprit son métier d'infirmière dans les hôpitaux surchargés de Munich, où les blessés et les malades étaient bien plus nombreux que les lits et les médicaments. En 1947, elle rencontra une équipe médicale militaire canadienne venue aider à la reconstruction. L'un des médecins était le capitaine James Morrison, le fils de la fermière. La coïncidence lui sembla irréelle, comme si le destin lui offrait une seconde chance. « Ma mère m'a écrit à votre sujet », lui dit-il dans un couloir d'hôpital. « Elle m'a dit que vous étiez l'une des bonnes personnes prises dans un mauvais système et que vous essayiez de devenir meilleure. » Margaret travailla avec son équipe pendant 3 mois. Lorsqu'ils s'apprêtèrent à rentrer au Canada, il lui demanda si elle accepterait de lui écrire. Les lettres devinrent autre chose. En 1951, Margaret émigra au Canada avec un visa d'épouse et épousa James Morrison lors d'une cérémonie à laquelle assistèrent ses parents, y compris Madame Morrison, celle qui lui avait servi du poulet rôti et de la tarte aux pommes 5 ans plus tôt. Après le mariage, Margaret écrivit à Helga « Je suis rentrée en Allemagne comme une ennemie, et je suis revenue au Canada comme membre d'une famille. Si ce n'est pas la preuve que les êtres humains peuvent changer et que le pardon est possible, alors je ne sais pas ce que c'est. » L'histoire d'Annelise, elle, fut plus dure, plus compliquée. Elle rentra dans un village désormais situé en zone d'occupation soviétique, à l'est. Son père était mort pendant la guerre. Sa tante avait survécu de justesse et vivait au bord de la famine. En 1948, alors que les tensions de la guerre froide montaient et que le blocus de Berlin commençait, Annelise fit un choix dangereux. Elle s'enfuit illégalement vers l'ouest, traversant la frontière entre les zones avec 15 kilos de bagages et son précieux pot de sirop d'érable vide conservé comme un talisman. Elle écrivit dans son journal «
J'ai appris ce que signifie vivre parmi des gens qui respectent la dignité humaine et la liberté. Je ne pouvais pas désapprendre cela, et je ne pouvais pas vivre sous une autre dictature, même différente. Elle s'installa à Francfort, trouva un emploi de secrétaire et, en 1952, commença à enseigner l'anglais à des enfants allemands, utilisant les mêmes méthodes patientes que Madame Pierce avait employées avec elle au camp Wingde. Ses élèves des années 1950 et 1960 se souviendraient d'elle comme d'une femme stricte mais profondément juste. Et elle répétait toujours la même leçon. Apprenez la langue de vos anciens ennemis. Cela rend beaucoup plus difficile la création de nouveaux ennemis. En 1955, Helga et son mari Ernst, lui aussi ancien prisonnier qui avait passé 3 ans comme ouvrier agricole en Écosse, eurent leur premier enfant. Ils appelèrent leur fille Katharina en l'honneur de Madame Catherine Pierce, l'institutrice qui avait appris l'anglais à Helga et ouvert son esprit. Quand Katharina fut assez grande pour poser des questions sur la guerre, Helga lui dit la vérité. Adaptée à son âge, mais jamais édulcorée. Elle expliqua ce que l'Allemagne avait fait, ce que la propagande avait caché, ce que des gens ordinaires, elle comprise, n'avaient pas su ou pas voulu remettre en question. Ne crois jamais quelqu'un qui te dit que tu es supérieur aux autres, lui répétait-elle en tenant ses petites mains. C'est ainsi qu'on pousse les gens à participer au mal. En 1985, pour le 40e anniversaire de la victoire en Europe, quelque chose de remarquable se produisit. Le sergent Mueller, désormais âgé de 68 ans et à la retraite, organisa une réunion à l'emplacement de l'ancien camp 20. Le camp avait été démantelé en 1947 et la forêt avait repris ses droits, mais une petite plaque commémorative indiquait encore l'endroit. Helga vint d'Allemagne avec sa fille et ses 2 petits-enfants. Margaret arriva de Calgary, bien que son mari James fût mort 3 ans plus tôt. Annelise, 59 ans et en mauvaise santé, fit le voyage malgré les difficultés. Étaient également présents des enfants et petits-enfants de garde, des membres de la famille Morrison. Madame Morrison était morte en 1978, et Madame Pierce elle-même, âgée de 81 ans. 17 autres anciennes prisonnières du camp 20 firent le déplacement. Ils se retrouvèrent à la ferme Morrison, toujours en activité, désormais dirigée par le beau-fils de Margaret. Et là, ils recréèrent le petit déjeuner au sirop d'érable, des pancakes, du bacon, du beurre, du sirop d'érable acheté à un producteur local qui récoltait encore la sève dans les mêmes forêts 40 ans plus tôt. Quand le sirop fut versé, plusieurs personnes pleurèrent, y compris certaines qui n'avaient pas été présentes en 1945, mais qui connaissaient l'histoire par cœur. Le sergent Müller se leva péniblement, l'arthrite rendait chaque mouvement douloureux, et leva son verre. Il y a 40 ans, nous avons mis fin à une guerre terrible. Aujourd'hui, nous célébrons ce qui a suivi. Nous avons prouvé que des ennemis peuvent devenir des amis, que la haine a une date d'expiration, et que la meilleure revanche contre le mal, c'est de refuser de devenir mauvais soi-même. Helga ajouta avec un sourire, et nous avons prouvé que des pancakes peuvent changer le monde. Les rires se mêlèrent aux larmes autour des tables. Helga vécut jusqu'en 2008. Elle s'éteignit paisiblement à l'âge de 83 ans. 2 ans avant sa mort, lors d'une dernière interview, on lui demanda ce que les gens d'aujourd'hui devraient se retenir de son histoire. Elle resta silencieuse longtemps, les mains croisées sur ses genoux. Puis elle dit « Le mensonge le plus dangereux, c'est de croire que l'on vaut mieux que les autres à cause de l'endroit où l'on est né ou de ce que l'on est. Ce mensonge a justifié tout ce que l'Allemagne a fait. La guerre, les camps, la destruction de notre propre pays. Une fois que vous croyez être supérieur, vous pouvez justifier n'importe quel mal envers ceux que vous appelez inférieurs. Nous n'étions pas supérieurs. Nous étions seulement des gens à qui l'on avait menti et qui avaient choisi de croire ces mensonges. Les Canadiens auraient pu nous traiter comme nous avions traité les autres. Ils auraient pu choisir la vengeance. Ils ont choisi quelque chose de bien plus difficile, rester humain, même face à des ennemis. Cela m'a appris plus que n'importe quel livre. Vous voulez savoir si une société est vraiment civilisée ? Ne regardez pas comment elle traite ses amis, regardez comment elle traite des ennemis vaincus qui auraient volontiers détruit ce pays s'ils en avaient eu la chance. À cette épreuve-là, nous avons échoué complètement. Eux, ils ont magnifiquement réussi. J'ai passé le reste de ma vie à essayer de ressembler davantage à mes anciens ennemis qu'à ce que mon propre peuple avait été. Voilà ce que le sirop d'érable a le goût pour moi. La connaissance douce que l'on peut choisir d'être meilleur que ce qu'on nous a appris à être. Chaque jour.
Aujourd'hui, l'arrière-petite-fille d'Elga, 21 ans, qui porte elle aussi le prénom Elga en son honneur, étudie la résolution des conflits à l'Université de Toronto. Sur son bureau se trouve une photographie de son arrière-grand-mère à 22 ans, debout avec d'autres prisonnières, au camp 20, souriant sincèrement à l'objectif. À côté, un petit flacon de sirop d'érable canadien qu'elle renouvelle chaque année à la date anniversaire de ce petit déjeuner de septembre. Quand sa colocataire lui demanda pourquoi elle le gardait, la jeune Elga répondit: parce que mon arrière-grand-mère a appris que des ennemis peuvent devenir des amis si l'on choisit la curiosité plutôt que la haine, parce que des pancakes ont changé sa vie. Et lui ont appris que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force, parce que nous vivons encore dans un monde qui a désespérément besoin de cette leçon, parce que les armes les plus puissantes ne sont pas les bombes ou les balles, mais de petits gestes d'humanité imprévus qui ouvrent les esprits fermés, et parce que le sirop d'érable sur des pancakes, c'est délicieux, et que la délicatesse est une forme d'espoir. L'histoire demeure parce que la leçon demeure. Choisir d'être meilleur que ce qu'on nous a appris à être, c'est le goût d'un monde meilleur.